Cette fête de départ à la retraite était censée être mon moment. Après 37 ans de travail en tant que comptable chez Guzman et Associés, ils avaient organisé cette belle réception pour moi au country club local. Des nappes blanches, des fleurs fraîches, même un gâteau avec mon nom écrit en lettres élégantes. J'aurais dû être heureuse. Au lieu de cela, je suis restée immobile au milieu de la salle, regardant mon fils Daniel pendant que sa femme, Fernanda, me traitait de vieille femme amère. Vous êtes juste amère parce que mes parents ont de l'argent, a dit Fernanda. Sa voix a traversé la pièce comme une gifle, son doigt parfaitement manucuré pointé vers moi avec accusation. Avec sa robe de créateur brillant sous les lustres en cristal, elle a ajouté « Vous avez toujours été jalouse de notre style de vie ». La pièce était silencieuse. Mes anciens collègues, mes voisins, même le personnel du traiteur ont arrêté ce qu'ils faisaient pour regarder. J'ai senti la chaleur monter dans mon cou, cette brûlure familière de l'humiliation. Fernanda a ajouté, en regardant Daniel d'un ton désinvolte, presque ennuyé, « Vous êtes inutile maintenant. Mieux vaut l'accepter et cesser d'essayer de vous immiscer dans nos vies. Inutile maintenant. » Ces mots ont résonné dans ma tête alors que je le regardais. Cet homme de 35 ans que j'ai élevé seul après la mort de son père alors qu'il avait à peine 8 ans. Le garçon pour qui j'ai travaillé double service. L'adolescent que j'ai envoyé dans une école privée, même si cela signifiait manger des haricots et du riz pendant des semaines. Fernanda a continué à parler, sa voix devenant plus joyeuse à chaque mot. La vérité, Laura, c'est que c'est honteux comme vous essayez de rivaliser avec nous. Nous savons que vous avez du mal à joindre les deux bouts. Daniel m'a parlé de votre appartement, de votre vieille voiture. C'est triste, vraiment. Elle s'est tournée vers les invités, agissant comme si elle était sur une scène. Elle insiste pour nous donner des conseils financiers alors qu'elle peut à peine payer ses factures. C'est pathétique. Un murmure a parcouru la salle. J'ai vu la pitié dans les yeux des gens, la façon dont ils détournaient le regard quand j'essayais de croiser le leur. Madame Pérez, ma voisine, a même hoché la tête tristement, comme si j'étais un cas social. C'est alors que quelque chose en moi s'est brisé. Pas une explosion de cris et de colère, mais une rupture silencieuse, celle qui donne l'impression qu'une porte se ferme pour toujours. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai souri, non pas avec le faux sourire que j'avais porté toute la nuit, mais avec un sourire authentique, celui qui vient quand on arrête enfin de faire semblant. Fernanda, ma chérie, ai-je dit. Ma voix a résonné clairement dans la salle silencieuse. Puisque vous avez mentionné l'argent, je pense qu'il est temps de parler de quelque chose. Elle a roulé des yeux avec exagération. Oh, ça y est. Une autre leçon sur l'économie de $2. Je l'ai interrompue sans cesser de sourire. La couleur a quitté son visage si rapidement que j'ai cru qu'elle allait s'évanouir. En fait, elle a un peu trébuché, s'agrippant au bras de Daniel pour ne pas tomber. De quoi parles-tu, a-t-il demandé, mais sa confiance avait disparu. Je me suis tourné pour m'adresser à la foule, comme Fernanda l'avait fait. Vous voyez, il y a quelques années, les parents de Fernanda avaient besoin d'un prêt assez important. 2 millions de dollars pour être exact. Ils avaient des problèmes financiers. La bouche de Fernanda s'est ouverte et fermée comme un poisson hors de l'eau. Non, vous ne pouvez pas, je le peux, et je le fais, ai-je répondu calmement. Le prêt a été consenti il y a 3 ans à des conditions très raisonnables. 5% d'intérêt à payer en 7 ans. Bien sûr, jusqu'à présent, ils n'ont couvert qu'environ 6 mois. Les gens regardaient, mais plus avec pitié. Ils regardaient de Fernanda à moi avec fascination, comme s'il assistait à un match de tennis. C'est impossible, a-t-elle murmuré, mais sa voix s'est brisée. J'ai mis la main dans ma poche et j'ai sorti mon téléphone portable. En quelques tapotements, j'ai ouvert mon application bancaire et j'ai montré l'écran à la foule. Quelqu'un veut-il voir les documents du prêt? Tout est entièrement légal. Daniel s'est approché, plissant les yeux vers l'écran. Son visage est devenu pâle quand il a vu les chiffres. Maman, qu'est-ce que c'est? Comment? 2 437 612 $ et 18 cents, ai-je dit d'une voix claire. C'est ce que les parents de votre femme me doivent en ce moment, y compris les intérêts impayés. Fernanda a émis un son étrange et a dû s'agripper au dossier d'une chaise pour ne pas tomber. Ce doit être une erreur. Vous êtes comptable. Vous vivez dans ce petit appartement. Vous conduisez une Honda de 15 ans. Oui, je conduis une Honda de 15 ans, ai-je dit. Et oui, je vis dans un petit appartement.
Mais vous savez ce qu'on dit sur les suppositions, ma chérie. La salle était complètement silencieuse, à l'exception du jazz doux qui continuait de jouer depuis les haut-parleurs, créant une toile de fond presque surréaliste pour la scène. Vous voyez, ai-je poursuivi, ma voix se renforçant à chaque mot, vos parents sont venus me voir il y a 3 ans, désespérés. Leur entreprise était au bord de la faillite, et ils avaient besoin de capitaux immédiatement. Ils avaient entendu par des connaissances que je pourrais les aider. Fernanda a secoué la tête, les yeux écarquillés. Non, non, non. Mes parents ont de l'argent. Ils en ont toujours eu. Ils ont payé notre mariage. Ils ont acheté la maison. Avec mon argent, ai-je répondu sans hésitation. Chaque dollar que vos parents ont dépensé au cours des 3 dernières années provenait de ce prêt. Daniel s'est affalé sur la chaise la plus proche, pâle et confus. Mais tu as toujours dit que tu n'avais pas grand-chose. Tu as dit que tu survivais à peine avec ton salaire. J'ai dit que je vivais simplement, ai-je corrigé. Je n'ai jamais dit que j'étais pauvre. La respiration de Fernanda est devenue rapide et superficielle. Elle n'arrêtait pas de regarder autour d'elle comme si elle cherchait une issue. C'est fou. Vous mentez. Vous inventez ça parce que vous êtes une femme amère et jalouse. Voulez-vous que j'appelle vos parents tout de suite? Ai-je demandé en affichant leur numéro sur mon téléphone. Je suis sûr qu'ils seraient heureux de confirmer les détails. Non. A crié Fernanda, presque hystérique, puis elle a immédiatement baissé la voix en réalisant à quel point elle avait été forte. Non, ne faites pas ça. Pourquoi pas, ma chérie? Si je mens, je serais heureuse de clarifier la vérité. Le visage de Fernanda s'est effondré. Pendant un instant, elle a ressemblé à une petite fille perdue au lieu de la femme sophistiquée qui m'avait déchiré quelques minutes auparavant. S'il vous plaît, a-t-elle murmuré. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Mais j'en avais fini de plaire à ceux qui ne m'avaient jamais accordé le même respect. J'en avais fini d'être traité comme un fardeau par la famille pour laquelle j'avais tout donné. J'ai regardé tous les visages qui me regardaient maintenant avec respect et curiosité. Puis j'ai regardé mon fils, toujours affalé sur son siège, essayant de traiter ce qu'il venait d'entendre. Profitez bien du reste de la fête, ai-je dit en mettant mon téléphone dans mon sac à main. Je crois que je vais rentrer chez moi maintenant. Alors que je me dirigeais vers la porte, j'ai entendu la voix de Fernanda derrière moi, sèche et désespérée. Laura, attendez. On doit parler. On doit. Mais je ne me suis pas arrêté. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai continué à marcher, et à chaque pas, je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Le voiturier a ramené ma Honda de 15 ans, et en m'éloignant du country club, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Demain, ai-je pensé, allait être une journée très intéressante. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Au lieu de cela, je suis resté assise dans mon petit salon avec une tasse de thé, entouré d'albums photos et de papiers financiers que je n'avais pas touchés depuis des années. Le silence était différent. Pas de la solitude, mais du calme. Pour la première fois depuis des décennies, je ne m'inquiétais pas de décevoir quelqu'un. Les photos racontaient une histoire que j'avais presque effacée de ma mémoire. Me voici à 28 ans, tenant le petit Daniel à l'hôpital, mon visage épuisé, mais illuminé. Mon mari, Robert, était décédé à peine 2 mois plus tôt dans un accident de chantier, me laissant avec une hypothèque, un nouveau-né et exactement 590 $ en banque. J'ai passé mon doigt sur la photo, me souvenant de cette jeune femme terrifiée qui ne savait pas de quoi elle était capable. L'argent de l'assurance du décès de Robert était modeste, à peine assez pour couvrir les funérailles et quelques mois d'hypothèque. Tout le monde me disait de vendre la maison, d'emménager avec ma mère, d'accepter toute l'aide que je pouvais obtenir. Mais quelque chose en moi a refusé. C'était la maison de Daniel. C'était l'endroit où son père avait peint les murs de la chambre en bleu et construit des étagères pour les livres que nous n'avons jamais pu lire ensemble. Alors, j'ai gardé la maison et j'ai trouvé un travail. Pas n'importe quel travail, mais un chez Guzman et Associés, un petit cabinet comptable qui avait besoin de quelqu'un prêt à travailler des heures irrégulières pour un bas salaire. J'ai commencé comme réceptionniste, mais j'ai tout observé et tout appris. Les chiffres ont toujours eu plus de sens pour moi que les gens. En 2 ans, je gérais les comptes de 3 de leurs plus gros clients. En 5 ans, je dirigeais pratiquement toute la partie financière de l'entreprise pendant qu'Hector Guzman jouait au golf et déjeunait avec les clients. Il me payait juste assez pour garder les lumières allumées et de la nourriture sur la table, mais je construisais quelque chose d'autre à côté.
Ça a commencé petit. J'ai remarqué des erreurs dans la façon dont les clients organisaient leurs entreprises, des avantages fiscaux qu'ils manquaient, des investissements qu'ils ignoraient. J'ai commencé à donner des suggestions discrètes qui leur ont fait économiser des milliers de dollars, et le mot s'est répandu. Bientôt, je donnais des conseils financiers les soirs et les week-ends à des propriétaires de petites entreprises qui ne pouvaient pas se permettre les grandes firmes mais qui avaient besoin de quelqu'un qui comprenait l'argent. Je facturais des honoraires abordables et je fournissais des résultats de premier ordre. Ma réputation a grandi. Au moment où Daniel était au collège, je gérais des portefeuilles d'investissement pour une douzaine d'entreprises locales. J'avais créé ma propre société de conseil, l'avais gardée discrète et avait canalisé les bénéfices dans des actions et de l'immobilier soigneusement sélectionné. Je vivais modestement, conduisais des voitures d'occasion et laissais tout le monde supposer que je joignais à peine les deux bouts avec mon salaire de comptable. La vérité, c'est que je construisais un empire silencieux et invisible que personne ne soupçonnait. J'ai appris très tôt que les gens vous traitent différemment quand ils pensent que vous avez de l'argent. Ils demandent des choses, ils s'attendent à des choses, ils se sentent en droit d'avoir une part de votre succès. J'ai observé comment les riches clients de Guzman et associés géraient la pression constante de leur famille, les demandes sans fin de prêts et de faveurs, la façon dont leurs enfants grandissaient en s'attendant à ce que tout leur soit servi sur un plateau. Je ne voulais pas ça pour Daniel. Je voulais qu'il ait une enfance normale, qu'il développe son propre sens du travail et des valeurs. C'est pourquoi j'ai caché ma fortune croissante derrière une façade de lutte de la classe moyenne. Je faisais mes courses dans des magasins discount, je découpais des coupons et je me plaignais des prix comme mes voisins. Mais je me suis aussi assuré que Daniel ne manque jamais de rien d'important. Les frais de scolarité de l'école privée apparaissaient comme par magie chaque semestre. Les fonds pour l'université se sont matérialisés quand il le fallait, et il y avait toujours de l'argent pour ce qui comptait vraiment. J'ai juste fait en sorte que j'avais l'air de tirer chaque dollar, de me sacrifier pour lui. En y repensant, j'ai réalisé les défauts de mon plan. Je me suis tellement concentré sur le fait de ne pas gâter Daniel que j'en ai peut-être trop fait. Il a grandi en croyant que nous joignions à peine les deux bouts, que chaque opportunité qu'il avait été le résultat de ma lutte et de mon sacrifice. En partie, c'était vrai, mais il n'a jamais compris l'ampleur de ce que j'avais construit, la sécurité que j'avais créée pour nous deux. Quand Daniel a obtenu son diplôme d'études commerciales, j'ai discrètement utilisé mes contacts pour l'aider à obtenir son premier emploi. Quand il a voulu ouvrir sa propre société de conseil, j'ai fait en sorte que plusieurs de mes clients soient ses premiers clients. Quand il a décidé de s'agrandir, je me suis assuré que la banque approuve sa demande de crédit. Il pensait avoir tout réussi par son propre mérite, et à bien des égards, c'était le cas. Je l'avais élevé pour qu'il soit intelligent et travailleur. Mais je lui ai aussi pavé la voie d'une manière qu'il n'a jamais imaginée. Puis est arrivée Fernanda. Je me souviens de la première fois que Daniel l'a amenée dîner. Elle était belle de cette manière polie et chère qui parlait d'adhésion à des clubs exclusifs et de vacances européennes. Ses vêtements étaient de marque, ses bijoux étaient vrais, sa confiance était inébranlable. Elle a observé mon modeste appartement avec un dédain à peine dissimulé, faisant de petits commentaires sur le décor pittoresque, et elle, espace confortable. Pendant le dîner, elle nous a raconté en détail les récents voyages de ses parents en Toscane, leur nouveau yacht, leur projet d'acheter un vignoble. Elle parlait d'argent si naturellement qu'il était clair qu'elle n'avait jamais eu à s'en soucier de sa vie. Quand elle a mentionné que son père possédait plusieurs concessionnaires automobiles dans 3 États, j'ai compris d'où venait la richesse. Ce que je n'ai pas compris, c'est pourquoi elle semblait si déterminée à me faire sentir petite. Daniel me dit que vous travaillez comme comptable. Ça doit être dur de joindre les deux bouts avec ce genre de salaire. J'ai souri poliment et j'ai répondu que c'était un travail honnête. Je n'ai pas mentionné que je venais de conclure un accord de conseil qui me rapporterait plus en 6 mois que la plupart des gens ne gagnent en 2 ans. Après leur départ, je n'ai pas pu me défaire du sentiment d'avoir été jugée et trouvée insuffisante. Fernanda avait regardé mon petit appartement, mon mode de vie simple, et m'avait rejeté comme sans importance. Je me suis dit que ça n'avait pas d'importance, que son opinion n'avait aucun poids. Mais à mesure que sa relation avec Daniel progressait, j'ai commencé à remarquer des changements en lui. Il a commencé à faire des commentaires sur ma situation, à me demander si j'avais besoin d'aide pour les factures, à suggérer que je devrais peut-être déménager dans un endroit plus petit pour économiser de l'argent. Son ton semblait sincère, mais ça faisait mal. Mon propre fils commençait à me voir à travers les yeux de Fernanda. Le mariage a été un spectacle qui a coûté plus cher que les maisons de la plupart des gens.
Les parents de Fernanda n'ont pas regardé à la dépense. Ils ont fait venir des fleurs de Hollande et ont engagé un quatuor à cordes qui avait joué pour la royauté européenne. Je portais une simple robe d'un grand magasin et j'étais assise au 3e rang, regardant mon fils épouser un monde qui faisait paraître ma vie insignifiante en comparaison. Après le mariage, la distance s'est creusée. Daniel et Fernanda ont emménagé dans une maison que ses parents les avaient aidés à acheter. Ils l'ont meublée avec des antiquités et des œuvres d'art qui coûtaient plus cher que ce que j'avais dépensé en meubles dans toute ma vie. Quand je leur rendais visite, je me sentais comme une touriste dans un musée, ayant peur de toucher quoi que ce soit. Fernanda était toujours polie, mais c'était le genre de politesse que l'on montre à un prestataire de service ou à une connaissance lointaine. Elle s'informait de mon travail avec un intérêt fin. Elle commentait que ma petite voiture était mignonne. Elle proposait de m'emmener faire du shopping pour de meilleurs vêtements. Chaque rencontre me laissait un sentiment de petitesse, de moins d'importance. Et Daniel, peut-être sans s'en rendre compte, a commencé à adopter sa façon de voir les choses. Il a cessé de me demander conseil sur ses décisions commerciales. Il a cessé d'appeler aussi souvent. Quand on se parlait, la conversation semblait forcée, comme s'il prenait des nouvelles d'une parente âgée par obligation, et non pas qu'il parlait à sa mère. C'est alors que les parents de Fernanda m'ont contacté. C'était il y a 3 ans, un mardi soir, quand mon téléphone a sonné avec un numéro inconnu. À l'autre bout du fil se trouvait Margaret Morale, la mère de Fernanda, sa voix tendue de désespoir. « Laura, j'espère que vous ne m'en voudrez pas d'appeler », a-t-elle dit. « Mais nous avons des ennuis et quelqu'un a mentionné que vous pourriez peut-être nous aider. » L'histoire est sortie par bribes hésitantes. De mauvais investissements, une récession du marché, des problèmes de trésorerie qui avaient dégénéré. Les concessionnaires automobiles perdaient de l'argent, les créanciers tournaient autour, et la faillite se profilait. Ils avaient besoin de capitaux immédiatement, et les banques traditionnelles les avaient déjà refusés. Nous avons entendu par des connaissances que vous pourriez avoir des ressources, a dit prudemment Margaret. Des relations peut-être, ou la connaissance de prêteurs privés. J'ai failli rire. C'était la femme qui m'avait regardé de haut pendant des années, appelant maintenant la pauvre comptable à l'aide. Mais quelque chose dans son ton m'a arrêté. Une peur sincère. La terreur de perdre tout ce qu'ils avaient construit. Tout ce qui définissait l'identité de leur famille. J'aurais pu dire non. J'aurais probablement dû. Mais j'ai pensé à Daniel. À quel point il serait dévasté si la famille de sa femme perdait tout. J'ai pensé à Fernanda, avec tous ses défauts, et à la façon dont cela briserait le monde dans lequel elle avait grandi. Et peut-être qu'au fond de moi, je pensais que cela pourrait être un pont, un moyen d'être enfin considéré comme quelqu'un de précieux, digne de respect. De combien avez-vous besoin, ai-je demandé. Le chiffre était stupéfiant. 2 millions de dollars, plus d'argent que la plupart des gens ne voient dans une vie. Mais je l'avais, rangé dans des comptes d'investissement qui avaient augmenté régulièrement pendant des décennies. Nous nous sommes rencontrés le lendemain au bureau d'un avocat, en ville. Margaret et Richard Morale étaient assis en face de moi, leurs visages pâles de stress et de honte. L'avocate, une femme vive dans la cinquantaine spécialisée dans les prêts privés, a expliqué les conditions. 5% d'intérêt payé mensuellement sur 7 ans, avec des garanties personnelles de Richard et Margaret et une obligation d'informer les membres de la famille immédiate de la structure du prêt. Bien qu'à la fin, cette divulgation n'ait jamais eu lieu. La famille Morale a clairement indiqué qu'elle voulait garder tout cela privé pour préserver leur dignité et le respect de leur fille. J'ai compris. La fierté est une force puissante et ils en avaient déjà avalé beaucoup en me demandant de l'aide. Nous l'avons donc structuré comme un investissement privé dans leur entreprise, avec des documents qui ne deviendraient pertinents qu'en cas de défaut de paiement. Pour tout le monde, y compris Fernanda et Daniel, il semblerait que la famille Morale ait trouvé un investisseur providentiel. Pas qu'ils empruntaient de l'argent à la femme que leur fille traitait comme un cas social. Pendant les premiers mois, tout s'est bien passé. Les paiements sont arrivés à temps. L'entreprise s'est stabilisée, et la famille Morale a maintenu son style de vie. Fernanda n'a jamais su à quel point ils avaient failli tout perdre, ni qui les avait sauvés. Mais ensuite, les paiements ont commencé à arriver en retard. Puis ils ont cessé d'arriver du tout. Maintenant, assise dans mon salon avec les documents du prêt étalés sur la table basse, j'ai compris ce que j'aurais dû voir depuis le début. La famille Morale n'empruntait pas seulement de l'argent. Elle achetait du temps, maintenait les apparences, espérant que quelque chose changerait. Et quand rien n'a changé,
ils ont simplement décidé d'ignorer leurs obligations. Après tout, que pouvait faire une pauvre comptable? Ils étaient sur le point de le découvrir. Le matin suivant ma fête de départ à la retraite, je me suis réveillé avec une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des années. Le brouillard de douleur et de confusion qui avait obscurci mon jugement avait disparu, remplacé par quelque chose de plus vif, de plus concentré. J'ai fait mon café, je me suis assise à la table de ma cuisine et j'ai commencé à passer des appels. Le premier était pour mon avocate, Patricia Ramirez. J'avais travaillé avec elle pendant des années pour structurer mes investissements et mes contrats de conseil, mais nous n'avions jamais été proches. Cela allait changer. Patricia, c'est Laura Mendoza. J'ai besoin de prendre rendez-vous dès que possible. C'est à propos du prêt moral et d'autres questions qui sont survenues. Sa voix s'est aiguisée d'intérêt. Y a-t-il eu une évolution de la situation de paiement? On peut dire ça. Pouvez-vous me voir cet après-midi? Je trouverai le temps. Le deuxième appel était pour Marc Chavez, mon conseiller financier. Marc gérait mon portefeuille d'investissement depuis 15 ans et était l'une des rares personnes à comprendre vraiment l'ampleur de ma fortune. Il était aussi incroyablement discret, ce qui avait toujours joué en ma faveur. Marc, j'ai besoin que tu fasses une analyse complète de tous les comptes liés à Daniel Mendoza. Les prêts dont il est garant, les lignes de crédit, les investissements, tout. Je veux une image complète de ses finances. Il y a eu une pause à l'autre bout. Laura, tout va bien? Tu as l'air différente. Tout est sur le point de changer. Combien de temps te faudra-t-il pour obtenir ces informations? Donne-moi 24 heures. Le troisième appel a été le plus difficile. J'ai composé le numéro de mon fils. Je savais qu'après ce qui s'était passé la nuit dernière, notre relation avait changé pour toujours. Il a répondu à la 4e sonnerie, son ton prudent. Maman, c'est toi? Comment te sens-tu aujourd'hui? Je me sens plutôt bien. En fait, mieux que je ne l'ai été depuis longtemps. J'ai gardé ma voix agréable mais ferme. J'espérais que toi et Fernanda pourriez passer ce soir. Il y a des choses dont nous devons discuter. À propos de la nuit dernière, maman. Fernanda est très contrariée. Elle a à peine dormi. On devrait peut-être attendre quelques jours que les choses se calment. Non, Daniel. Ce soir à 19 h. Ça ne peut pas attendre. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse argumenter. La réunion avec Patricia cet après-midi-là a révélé plus que je ne l'imaginais. Elle a étalé les documents du prêt moral sur la table avec plusieurs dossiers que je n'avais jamais vus auparavant. Laura, il y a quelque chose que tu dois savoir sur la situation des morales. Ils cherchent des options de refinancement depuis 6 mois. Ils ont contacté 3 prêteurs privés pour essayer de consolider leurs dettes. J'ai senti mon estomac se nouer. Quel genre de dette? Au-delà de votre prêt, ils doivent environ 6,8 millions de dollars à divers créanciers. Carte de crédit, paiement aux fournisseurs, baux d'équipement en défaut de paiement. Ils ont utilisé votre argent pour effectuer des paiements minimaux sur tout le reste tout en laissant votre prêt de côté. La trahison faisait mal, mais ce n'était pas le pire. Patricia a sorti un autre document, celui-ci avec le sceau du tribunal de la famille. Ils ont également déposé une enquête préliminaire il y a 6 mois sur la contestation des plans successoraux. Plus précisément, ils voulaient comprendre le processus de contestation des testaments en cas de doute sur la capacité mentale. La pièce a semblé tourner autour de moi. De quel testament parlaient-ils? Ils n'ont pas précisé, mais compte tenu du calendrier et du contexte, je pense qu'on peut deviner. J'ai fixé le document, sentant les pièces d'un puzzle commencer à s'emboîter. Ils pensent que je perds mes facultés mentales. Tous les signes indiquent qu'ils se préparent à argumenter que oui. L'enquête mentionnait spécifiquement des cas où des personnes âgées prennent des décisions financières qui ne correspondent pas à leurs antécédents, comme si une comptable médiocre avait soudainement 2 millions de dollars à prêter à quelqu'un. Exactement. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, essayant de traiter l'information. La famille morale n'avait pas seulement manqué à ses obligations de dette. Il prévoyait de faire valoir que je n'avais jamais été capable d'accorder le prêt en premier lieu. S'il pouvait établir que j'étais mentalement incapable à l'époque, il pourrait annuler tout l'accord. Patricia, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Je veux une évaluation psychiatrique complète faite par le neuropsychologue le plus respecté de l'État. Des examens de mémoire, des tests cognitifs, tout.
Et je voulais qu'il soit consigné que j'ai demandé cette étude moi-même, démontrant un jugement clair. Elle a hoché la tête en prenant des notes. C'est intelligent. Cela établit une base de votre compétence et montre que vous prenez des mesures préventives. Il y a plus. Je veux que vous prépariez un Nouveau Testament. Un testament très spécifique. J'ai passé l'heure suivante à détailler exactement ce que je voulais. Les sourcils de Patricia se sont levés de plus en plus haut à chaque instruction, mais elle a tout noté sans protester. Ce soir-là, Daniel et Fernanda sont arrivés à mon appartement à 19h précise. Fernanda avait l'air d'avoir pleuré. Son maquillage impeccable était légèrement bavé. Daniel avait l'air nerveux, jouant avec ses clés de voiture. « Asseyez-vous, s'il vous plaît », ai-je dit en leur faisant signe d'entrer dans mon petit salon. « Voulez-vous quelque chose à boire ?»« Maman, on doit parler de la nuit dernière », a immédiatement commencé Daniel. Les parents de Fernanda sont très contrariés. Ils disent que tu es confuse à propos d'un problème d'argent, mais ils ne veulent pas t'embarrasser. Je l'ai arrêté. Ma voix a coupé comme un couteau. Arrête. Arrête de parler un instant et écoute. Je me suis dirigé vers mon bureau et j'ai sorti un dossier que j'avais préparé. Voici des copies de tous les documents de prêt entre les parents de ta femme et moi. Chaque page est signée, notariée et juridiquement contraignante. J'ai tendu le dossier à Daniel, observant son visage pendant qu'il parcourait les pages. Son expression est passée du scepticisme à la confusion, puis à une compréhension naissante. C'est réel, a-t-il dit doucement. Très réel. 2 millions de dollars prêtés il y a 3 ans. Ils ont complètement cessé de payer il y a 8 mois. Le montant dû actuellement, y compris les intérêts et les pénalités, est de 2 612 418 dollars. Fernanda a finalement parlé, sa voix à peine un murmure. Comment avez-vous autant d'argent? Je l'ai gagné. Plus de 30 ans d'investissement prudent et de conseils en affaires. Pendant que vous pensiez que j'étais une vieille femme misérable qui survivait à peine, je construisais un portefeuille financier qui fait paraître les concessionnaires automobiles de vos parents comme un stand de limonade. Daniel a posé le dossier sur la table, ses mains tremblant. Mais tu n'as jamais dit. Tu as toujours agi comme si l'argent était serré. Tu vis dans ce petit appartement. Tu conduis cette vieille voiture. Parce que c'est mon choix. Parce que j'ai appris il y a longtemps que quand les gens savent que vous avez de l'argent, ils vous regardent comme une ressource, pas comme une personne. J'ai regardé directement Fernanda. Vos parents sont venus me voir parce qu'ils étaient au bord de la faillite. Ils m'ont supplié de les aider. Ils ont juré qu'ils seraient ponctuels dans leur paiement. Ils ont plaidé pour que cela reste un secret pour protéger leur dignité. J'ai accepté parce que je pensais que cela aiderait le mariage de mon fils. Le visage de Fernanda était devenu complètement pâle. Ils m'ont dit qu'ils avaient trouvé un investisseur, un homme d'affaires qui croyait en l'entreprise. Je suis cet homme d'affaires, Fernanda. C'est moi qui ai sauvé vos parents de tout perdre. J'ai rendu possible pour eux de maintenir leur style de vie, de continuer à financer vos goûts de luxe, de conserver leur place dans votre cercle social. Daniel a passé ses mains dans ses cheveux, un geste que je me souvenais de son enfance quand il se sentait dépassé. Je ne comprends pas. Si tu as tout cet argent, pourquoi nous as-tu laissé penser le contraire? Pourquoi m'as-tu laissé m'inquiéter pour ta retraite, pour ta sécurité future? La fissure dans sa voix m'a presque fait hésiter, mais j'ai continué. Parce que je voulais que tu m'aimes pour qui je suis, pas pour ce que j'ai. Je voulais savoir que tu valorisais notre relation, pas seulement ma capacité à résoudre tes problèmes avec de l'argent. Et maintenant? A demandé Fernanda, sa voix creuse. J'ai sorti mon téléphone et je leur ai montré une application d'enregistrement. Maintenant, je sais exactement ce que vous pensez de moi. La nuit dernière, devant 50 personnes, vous m'avez traité d'amer, de pathétique, d'inutile. Vous avez clairement indiqué que vous me voyiez comme un fardeau, une honte. J'ai joué un extrait de l'audio de la nuit précédente, leur propre voix remplissant le petit salon de mots cruels. Fernanda a tressailli en s'entendant me traiter de vieille sorcière amère. J'ai tout enregistré, ai-je dit simplement. Toute la conversation est documentée. Daniel s'est penché en avant, le visage désespéré. Maman, on était contrariés. On a dit des choses qu'on ne pensait pas, non, Daniel. Fernanda a dit exactement ce qu'elle voulait dire. Elle a dit ce que vous pensez depuis des années. Ce que Fernanda vous a répété à mon sujet. Que je suis sans valeur.
Que je n'ai rien à apporter. Que ma présence dans vos vies est une nuisance. Je me suis levé et je me suis dirigé vers la fenêtre, regardant les lumières de la ville. Ce que vous ne savez pas, c'est que je soutiens votre style de vie depuis des années. Cette société de conseil que vous avez créée, 3 de vos 5 premiers clients étaient des entreprises que je vous avais recommandées. Le prêt bancaire pour votre expansion, je l'ai silencieusement garanti par l'intermédiaire d'une société filiale. Le silence derrière moi était assourdissant. Cette maison dans laquelle vous vivez, j'ai aidé à structurer le financement pour vous faire économiser des centaines de milliers de dollars en impôts et en intérêts. Vos comptes de retraite, votre portefeuille d'investissement, même la collection de bijoux de Fernando. Tout cela a été rendu possible par mes conseils, mes contacts et mon soutien financier direct que vous n'avez jamais connu. Je me suis retourné pour leur faire face. Daniel avait l'air anéanti tandis que Fernanda semblait en état de choc. Mais la partie vraiment intéressante est la suivante, ai-je poursuivi, ma voix devenant plus froide. Aujourd'hui, j'ai découvert que non seulement vos parents ont ignoré leur dette envers moi, mais qu'ils prévoyaient de me faire déclarer mentalement incompétente pour annuler entièrement le prêt. La bouche de Fernanda s'est ouverte et fermée sans un son. Ils ont déposé des demandes de renseignements auprès du tribunal des successions pour contester les testaments et les plans successoraux. Ils préparaient le terrain pour faire valoir que j'étais mentalement inapte lorsque j'ai accordé le prêt et qu'il était impossible pour moi d'avoir ce genre d'argent à prêter. Daniel m'a regardé avec horreur. Il ne le ferait pas. Il ne pourrait pas, oh, si. Et il prévoyait de le faire avec votre aide. Que voulez-vous dire? J'ai sorti le dernier document de mon dossier. C'est une déclaration préparée par un détective privé que j'ai engagé. Elle détaille les conversations que vous avez eues avec les parents de Fernanda au cours des 6 derniers mois sur mon prétendu déclin mental et vos préoccupations concernant mon comportement erratique avec l'argent. Le visage de Daniel est devenu blanc. Ce n'est pas je n'ai jamais dit que vous étiez incompétente. J'étais juste inquiet pour vous, pour certaines des décisions que vous preniez. Quelles décisions, Daniel? Comme vivre dans ce petit appartement quand vous pourriez vous permettre mieux? Comme conduire cette vieille voiture? Comme ne pas prendre de vacances ou profiter de votre retraite? Il semblait que vous accumuliez de l'argent de manière irrationnelle, ou peut-être que vous ne compreniez pas votre propre situation financière. Les pièces se sont emboîtées avec une clarté dévastatrice. Donc, quand les parents de Fernando avaient besoin de témoins de moralité pour étayer leur affirmation que je n'étais pas mentalement compétente pour prendre de grandes décisions financières, ils comptaient sur vos observations inquiètes comme preuve. Je ne savais pas, a murmuré Fernando. Je ne savais pas qu'il préparait quelque chose comme ça. Mais vous saviez pour le prêt. Pas au début. Ils me l'ont dit le mois dernier, quand vous avez cessé de répondre à leurs appels concernant les paiements. Ils ont dit que vous étiez confuse, que vous pensiez qu'ils vous devaient de l'argent, mais que c'était tout un malentendu. J'ai ri, un son sans humour. Un malentendu de 2 millions de dollars. Ils ont dit que vous vieillissiez, que vous confondiez peut-être l'argent de vos clients avec le vôtre. Ils cherchaient un moyen de gérer cela en douceur, sans vous embarrasser ni vous mettre dans le pétrin. Quelle prévenance! Daniel s'est levé d'un bond et a commencé à faire les 100 pas dans la pièce. C'est insensé. Tout ça est complètement insensé. Il s'avère que ma mère est millionnaire, mes beaux-parents sont des escrocs et la famille de ma femme a prévu de vous détruire légalement. C'est un résumé assez précis. Il s'est tourné vers moi avec une expression désespérée. Que se passe-t-il maintenant? J'ai regardé cet homme qui avait permis à sa femme de me détruire pendant qu'il restait assis. Puis j'ai fixé mon regard sur Fernanda, aussi belle qu'arrogante, complètement impréparée au monde qui allait s'effondrer sur elle. Maintenant, ai-je dit doucement, vous allez tous les deux apprendre ce qu'il en coûte vraiment de traiter quelqu'un comme un objet jetable. Le lendemain matin, j'ai commencé à démanteler le système invisible qui avait soutenu la vie de mon fils avec la précision méthodique d'un chirurgien retirant une tumeur. Chaque coupe était nette, calculée et irréversible. Mon premier arrêt a été à la First National Bank, où j'avais entretenu des relations d'affaires pendant plus de 20 ans. James Monto, un vice-président senior, m'a accueilli avec la chaleur réservée aux clients dont les portefeuilles inspirent le respect. Laura, quel plaisir de vous voir. Comment s'est passée votre fête de départ à la retraite? J'ai entendu dire que c'était tout un événement. C'était révélateur, James. En fait, c'est pour ça que je suis là. J'ai besoin de faire quelques changements sur plusieurs comptes et lignes de crédit. Nous nous sommes assis dans son bureau,
entouré de meubles en acajou et de photos de James avec diverses personnalités locales. J'ai sorti un dossier avec des documents de prêt et des contrats de garantie que Daniel n'avait jamais connus. J'ai besoin de me retirer en tant que garant pour la ligne de crédit de Mendoza Consulting, ai-je dit en faisant glisser les papiers sur son bureau. James a froncé les sourcils en les examinant. C'est une ligne considérable, Laura. 1,2 million de dollars. Votre garantie était ce qui a rendu ce prêt possible. Sans elle, le crédit devra être restructuré en fonction uniquement des actifs et des flux de trésorerie actuels de l'entreprise, ce qui pourrait ne pas garantir les mêmes conditions ou le même montant. C'est un problème que M. Mendoza devra résoudre. James m'a observé attentivement, comprenant que ce n'était pas une décision commerciale typique. Êtes-vous sûr de cela? Une fois le changement effectué, il n'y a aucun moyen de revenir en arrière sans recommencer tout le processus. J'en suis complètement sûr. Mon deuxième arrêt a été chez Valley Investment, où Marc Chavez gérait mon portefeuille. Son bureau était plus moderne que celui de James, avec des murs en verre, des cadres en acier et de l'art abstrait. La conversation, cependant, a été tout aussi directe. L'analyse que vous avez demandée est prête, a dit Marc en me tendant un rapport épais. La situation financière de votre fils est plus fragile que je ne l'imaginais. J'ai parcouru les pages et j'ai confirmé en noir et blanc ce que je soupçonnais. L'entreprise de conseil de Daniel était criblée de dettes, soutenue par des lignes de crédit que j'avais garanties et des clients que j'avais personnellement recommandés. Ses finances personnelles étaient tendues à la limite, avec des paiements hypothécaires sur une maison qui était sous l'eau, 2 paiements de voitures de luxe et des dettes de cartes de crédit croissantes. Sans les revenus de ses 3 principaux clients, ces flux de trésorerie seront négatifs en moins de 60 jours, a expliqué Marc. Ces 3 clients étaient des entreprises avec lesquelles j'avais travaillé pendant des années, des entreprises que j'avais dirigées vers Daniel lorsqu'il débutait. Ils sont restés avec lui en partie par loyauté envers moi et en partie parce que je révisais silencieusement son travail et apportais les corrections nécessaires pour assurer leur satisfaction. Je veux que vous contactiez Reynolds Manufacturing, Hidalgo Group et Perez Logistique, ai-je dit. Informez-les que je prendrai personnellement en charge leur compte à partir de maintenant. Marc a haussé un sourcil. Cela représente environ 60% des revenus de Mendoza Consulting. Oui, c'est le cas. Laura, je dois vous demander, est-ce que tout va bien? Ces mesures semblent très drastiques. Je me suis souvenu des mots de Daniel de l'autre soir, de son mépris, de la façon dont il m'avait traité d'inutile. Tout est exactement comme il se doit, Marc. Mon 3e arrêt a été le plus difficile. Margaret Morale a accepté de me rencontrer pour le déjeuner au Country Club, là où, 2 jours plus tôt, ma fête de départ à la retraite avait eu lieu. Elle avait l'air plus âgée que dans mon souvenir, avec des rides plus profondes autour des yeux et son aplomb habituel légèrement fissuré. Laura, merci d'avoir accepté de me rencontrer. J'espère qu'on pourra régler ça à l'amiable. Nous nous sommes assises à une table tranquille surplombant le terrain de golf, le même où Fernanda m'avait traité de pathétique devant tous mes collègues. L'ironie ne m'a pas échappé. Margaret, je vais être franche. Je suis au courant des enquêtes au tribunal des successions. Je suis au courant de vos projets de contester ma capacité mentale, et je sais que vous avez utilisé l'argent de mon prêt pour couvrir d'autres dettes tout en ignorant ce que vous me devez. Son visage a pâli, mais elle a maintenu une façade digne. Je ne sais pas de quoi vous parlez. J'ai posé un dossier sur la table entre nous. Voici des copies de chaque mouvement financier que votre famille a effectué au cours des 6 derniers mois, grâce à un expert comptable très méticuleux. Voulez-vous que je les lise à voix haute? Les mains de Margaret tremblaient légèrement alors qu'elle attrapait son verre d'eau. Comment avez-vous obtenu ça? Ces informations sont privées. Pas quand vous avez une dette de 2 millions de dollars. Mes avocats ont été très minutieux. J'ai ouvert le dossier et j'ai commencé à lire. 15 mars, paiement à Citibank, 38 000 dollars. 18 mars, paiement à VW Crédit, 15 000 dollars. 22 mars, paiement sur la carte de crédit de Fernanda, 24 000 dollars. L'aplomb de Margaret s'est finalement brisé. S'il vous plaît, arrêtez. 3 avril, virement sur le compte de Fernanda pour ses vacances en Europe, 47 000 dollars. 7 avril, paiement au Country Club pour sa fête de célibataire, 10 000 dollars. J'ai dit, arrêtez. J'ai fermé le dossier. Chacun de ces paiements a été effectué avec l'argent de mon prêt. De l'argent que vous avez promis d'utiliser pour stabiliser votre entreprise. Au lieu de cela,
vous avez financé le style de vie de votre fille tout en complotant pour me faire déclarer mentalement incompétente afin de ne pas avoir à me rembourser. Margaret a baissé les yeux sur sa salade intacte. Sa voix était à peine un murmure. On était désespérés. L'entreprise a coulé plus vite qu'on ne le pensait. On pensait que si on maintenait les apparences un peu plus longtemps, quelque chose changerait. Et si ce n'était pas le cas? Elle n'a pas répondu. Vous alliez détruire ma réputation, remettre en question ma santé mentale et peut-être me faire déclarer incompétente juste pour éviter de rembourser de l'argent que vous aviez pris en toute bonne foi. Ce n'était pas censé être comme ça. Mais c'est le cas, et maintenant il y a des conséquences. J'ai sorti un avis formel que Patricia avait préparé. C'est une demande de paiement immédiat du solde total plus les pénalités. 2,6 millions de dollars dus dans les 30 jours. Le visage de Margaret est devenu blanc. On n'a pas ce genre d'argent. Vous savez qu'on ne l'a pas, alors vous devrez liquider des actifs. Les concessionnaires, la maison, le yacht dont j'ai tant entendu parler. S'il vous plaît, Laura, il doit y avoir un autre moyen. Et si on établissait un nouveau plan de paiement? Margaret, vous aviez un plan de paiement. Vous l'avez ignoré pendant 8 mois pendant que vous dépensiez mon argent en luxe et que vous prévoyiez de me faire déclarer incompétente. Il n'y a pas de nouveau plan. Elle pleurait maintenant. Le mascara striait son visage de lignes sombres. Ça va nous détruire. Fernanda ne sait pas à quel point la situation est grave. Ça va ruiner son mariage, toute sa vie. Son mariage est bâti sur des mensonges et de l'argent emprunté. Il est peut-être temps qu'elle apprenne à vivre dans le monde réel. Je me suis levé pour partir, mais Margaret a attrapé mon bras désespérément. Attendez, il y a autre chose que vous devez savoir sur Daniel. Je me suis rassise, intriguée malgré moi. Fernanda travaille sur lui depuis des mois, le convainquant que vous deveniez instable. Elle a enregistré chaque conversation que vous avez eue, chaque décision qui lui semblait étrange. Elle montait un dossier. Un dossier pourquoi? Pour vous faire déclarer incompétente. Elle voulait que Daniel demande la tutelle légale de vos affaires. J'ai senti le restaurant basculer autour de moi. La tutelle. Elle l'a convaincu que vous aviez besoin de protection contre vous-même, que vous preniez de mauvaises décisions financières et que quelqu'un devait gérer votre argent avant que vous ne le perdiez tout. Une fureur froide m'a envahi. Elle voulait le contrôle de mes biens. Elle pensait, comme tout le monde, que vous aviez peut-être quelques centaines de milliers d'économies, assez pour valoir la peine d'être géré, mais pas au point que cela compte à long terme. Et Daniel a accepté ça? Margaret a hoché la tête tristement. Il vous aime, Laura. Il vous aime vraiment. Mais Fernanda a fait croire qu'il vous protégeait. Elle lui a montré des articles sur l'abus financier des personnes âgées, des histoires de personnes âgées qui ont perdu leurs économies à cause d'escroqueries. Elle lui a fait croire que prendre le contrôle de mes finances était un acte d'amour. J'ai regardé le terrain de golf, traitant cette information. Mon propre fils avait été prêt à m'enlever mon autonomie, à me traiter comme une enfant incapable de gérer ses propres affaires, tout cela parce que sa femme l'avait convaincu que c'était pour mon propre bien. Quand est-ce que cela devait se produire? Bientôt. Fernanda attendait un incident de plus, quelque chose qu'elle pourrait présenter comme une preuve de mon déclin. Elle pensait que ma fête de départ à la retraite pourrait être l'occasion. Et c'était le cas, n'est-ce pas? Ma révélation sur le prêt? Elle prétendra que cela prouve que vous êtes délirante. Margaret a baissé les yeux, honteuse. C'était le plan. Je me suis de nouveau levé, cette fois avec résolution. Merci de m'avoir dit la vérité, Margaret. Ça ne change rien au prêt. Mais au moins maintenant, je comprends l'ensemble du tableau. Que se passe-t-il maintenant? J'ai regardé cette femme qui avait élevé la belle-fille qui avait systématiquement empoisonné ma relation avec mon fils, qui avait pris mon argent tout en complotant ma destruction. Maintenant, vous faites face aux conséquences de vos choix. Vous tous. Ce soir-là, je suis restée assise dans mon petit appartement, passant en revue les événements de la journée. 3 appels étaient déjà arrivés de Daniel. Apparemment, la ligne de crédit de l'entreprise avait été gelée en attendant une restructuration, et 2 de ses clients les plus importants avaient annulé leur contrat. J'ai laissé chaque appel aller directement à la messagerie vocale. Le 4e appel était de Fernanda. Sa voix semblait stridente et désespérée. Laura, on doit parler.
Il y a eu une erreur avec la banque et mes parents disent des choses folles sur des prêts et de l'argent et Daniel a des problèmes avec son entreprise. S'il te plaît, appelle-moi. On doit arranger ça. J'ai supprimé le message et je me suis versé un verre de vin. Dehors, la ville scintillait dans l'obscurité, pleine de gens vivant leur vie, faisant des choix et faisant face aux conséquences. Demain, je passerai à l'étape suivante. Ce soir, je profiterai du silence. Pour la première fois depuis des années, personne ne me prenait rien. Personne ne me manipulait, ne m'utilisait ou ne planifiait ma chute. J'étais enfin complètement aux commandes de ma vie. Et c'était magnifique. Les tentatives désespérées de réconciliation ont commencé exactement 72 heures après que j'ai gelé la ligne de crédit de Daniel. J'étais dans la cuisine à préparer le petit déjeuner quand j'ai entendu des coups frénétiques à la porte, suivis de la voix de Fernanda appelant à travers le bois. « Laura, s'il te plaît, je sais que tu es là. On doit parler. » Ça a dégénéré. J'ai fini de beurrer mon pain grillé avant d'aller à la porte. À travers le Judas, j'ai vu Fernanda faire les 100 pas nerveusement dans le couloir. Ses cheveux normalement impeccables étaient en désordre. Son maquillage était bavé. On aurait dit qu'elle n'avait pas dormi depuis des jours. J'ai ouvert la porte mais je ne l'ai pas invitée à entrer. « Bonjour, Fernanda. Tu as l'air fatiguée. »« S'il te plaît, dit-elle, la voix brisée. S'il te plaît, pouvons-nous nous asseoir et en parler ? C'est un terrible malentendu. » Il n'y a eu aucun malentendu. Veux-tu que je joue l'enregistrement de ma fête de départ à la retraite ? Celui où tu m'as traité de vieille sorcière amère ? Elle a tressailli comme si je l'avais giflée. J'étais contrarié. J'ai dit des choses que je ne pensais pas. Les gens disent des choses quand ils sont émotifs. Les gens montrent qui ils sont vraiment quand ils sont émotifs. C'est à ce moment-là que les masques tombent. Les yeux de Fernanda se sont remplis de larmes. Et pendant un instant, j'ai presque eu pitié d'elle. Presque. Mes parents perdent tout, a-t-elle murmuré. La banque saisit les concessionnaires. Ils parlent de vendre la maison. L'entreprise de Daniel s'effondre. Ses clients partent. Sa ligne de crédit est gelée. On pourrait perdre notre maison aussi. J'imagine que ça doit être très stressant pour toi. Ça ne te fait rien ? Daniel est ton fils. Ça ne te fait rien de ce que ça lui fait ? Je me suis appuyé contre le cadre de la porte, regardant cette jeune femme qui avait passé 3 ans à me traiter comme une parente gênante qu'elle était forcée de tolérer. Dis-moi, Fernanda, quand tu prévoyais de me faire déclarer mentalement incompétente, as-tu pensé à ce que ça me ferait ? Son visage est devenu pâle. Je ne sais pas de quoi tu parles. Ta mère m'a tout raconté. Le plan de tutelle, la façon dont tu as documenté mon comportement, le convainquant que j'avais besoin de protection contre moi-même. Tu voulais prendre le contrôle de mes finances et me traiter comme une enfant incapable de gérer ses propres affaires. La bouche de Fernanda s'est ouverte et fermée, mais aucun mot n'est sorti. L'ironie est belle, n'est-ce pas ? Tu pensais que j'étais une vieille femme pathétique avec peut-être quelques centaines de milliers à gérer pour moi. Au lieu de cela, tu as découvert que j'ai assez d'argent pour mettre fin à la stabilité financière de toute ta famille avec un seul coup de fil. S'il te plaît, dit-elle à nouveau, mais le mot est sorti étranglé. S'il te plaît, quoi ? Que je laisse ta famille garder l'argent qu'ils m'ont volé ? Que je prétende que tu n'as pas passé 3 ans à me traiter avec mépris ? Que j'ignore que tu as prévu de me priver de mon autonomie ? J'ai reculé dans mon appartement. La réponse est non, Fernanda, à tout. J'ai fermé la porte avant qu'elle ne puisse répondre, mais je l'entendais encore sangloter de l'autre côté. Une partie de moi, la partie qui a élevé Daniel seul, la partie qui a toujours essayé d'être la pacificatrice, voulait ouvrir la porte et la réconforter. Mais cette partie est morte à ma fête de départ à la retraite, quand mon propre fils m'a traité d'inutile. 1 heure plus tard, Daniel est arrivé. Il avait l'air hagard, plus âgé que ses 35 ans, portant des vêtements qui semblaient avoir été portés pendant qu'il dormait. Je l'ai laissé entrer cette fois, mais je ne lui ai pas offert de café ni ne lui ai demandé de s'asseoir. « Maman, tu dois arrêter ça. Quel que soit le message que tu essaies de faire passer, j'ai compris. Tu es en colère et tu as tout à fait le droit de l'être. Mais ça détruit des innocents. » Des innocents ? J'ai haussé un sourcil. Ta femme prévoyait de me faire déclarer incompétente pour contrôler mon argent. Tes beaux-parents ont emprunté 2 millions de dollars,
puis ont prévu de prétendre que j'étais mentalement inapte à avoir accordé le prêt. Où vois-tu de l'innocence dans tout ça? Daniel a passé ses mains dans ses cheveux. Un geste si familier de son enfance. Ça m'a serré le cœur malgré tout. Je n'étais au courant de rien de tout ça. Je le jure, maman, je n'avais aucune idée de ce qu'il complotait. Mais tu pensais que je devenais instable. Il est resté silencieux un long moment. J'étais inquiet pour certains de tes choix. Vivre dans ce petit appartement quand tu pouvais te permettre mieux, conduire cette vieille voiture, ne pas prendre de vacances. Il semblait que tu avais peut-être du mal à gérer ton argent correctement. Donc, tu étais prêt à m'enlever mon droit de choisir. Je pensais que je te protégeais. De quoi? De vivre comme je le voulais? De dépenser mon argent comme bon me semblait? De prendre des décisions qui pourraient te blesser à long terme? J'ai regardé mon fils, cet homme que j'avais élevé pour qu'il soit fort et indépendant, qui avait pourtant été si facilement manipulé pour croire que sa mère était incapable. Daniel, j'ai géré de l'argent avec succès pendant 30 ans. J'ai créé une entreprise de conseil à partir de rien. J'ai amassé une fortune que tu ne peux même pas imaginer. J'ai fait des investissements qui ont transformé des milliers en millions. Et tu pensais que j'avais besoin de ta protection? Je n'étais au courant de rien de tout ça. Tu ne me l'as jamais dit. Parce que je voulais que tu m'aimes pour qui je suis, pas pour ce que j'ai. Je voulais que notre relation soit réelle. Sa voix s'est brisée. Elle est réelle, maman. Je t'aime. Non, Daniel. Tu aimes la version de moi à laquelle tu pouvais te sentir supérieur. Le comptable en difficulté qui avait besoin de ton inquiétude et de ton contrôle. Tu ne veux pas de la femme d'affaires prospère qui a soutenu ta carrière dans l'ombre pendant des années. Ce n'est pas vrai. Je me suis dirigé vers mon bureau et j'ai sorti un dossier que j'avais déjà préparé. Voici des copies de toutes les faveurs que je t'ai faites, de chaque client que je t'ai recommandé, de chaque ligne de crédit que j'ai garantie, de chaque obstacle que j'ai silencieusement enlevé de ton chemin. Pendant 15 ans, j'ai assuré ton succès tout en te laissant croire que tu avais tout fait seul. Daniel a pris le dossier avec des mains tremblantes, parcourant des pages de relevés bancaires, de lettres de recommandation et de contrats de garantie qu'il n'avait jamais vus auparavant. Pourquoi, a-t-il murmuré? Parce que je voulais que tu aies confiance en toi. Je voulais que tu crois en tes capacités. Mais je voulais aussi te protéger de l'échec. Et maintenant? Maintenant, tu vas découvrir ce que tu peux vraiment accomplir sans mon aide. Maman, s'il te plaît. Je sais que j'ai eu tort, mais je suis ton fils. Ça ne veut rien dire? J'ai regardé cet homme qui partageait mes yeux et mon menton têtu, le centre de mon monde pendant 35 ans. Ça veut tout dire, Daniel. C'est pour ça que ça fait si mal. Alors ne le fais pas. Ne détruis pas mon mariage, mon entreprise, toute ma vie, pour quelque chose qui ne peut pas être défait. Je ne détruis rien. J'arrête juste mon soutien. Tu es un adulte avec un diplôme universitaire et 15 ans d'expérience professionnelle. Si tu ne peux pas maintenir ton style de vie sans l'aide secrète de ta mère, alors peut-être que ce style de vie n'a jamais été durable. Et Fernanda? Elle a fait des erreurs, mais elle m'aime. Elle est enceinte, maman. J'ai senti mon cœur s'arrêter un instant. Quoi? Elle est enceinte de 8 semaines. On vient de l'apprendre hier. Elle est terrifiée par ce qui se passe avec nos finances et avec ses parents. Ce stress ne peut pas être bon pour le bébé. Pendant un moment, la pièce était complètement silencieuse. Un petit enfant. Une autre chance de famille, d'un amour qui n'était pas entaché de manipulation et de cupidité. Puis je me suis souvenu de Fernanda me traitant de pathétique et de Daniel disant que j'étais inutile, des papiers de tutelle qui m'auraient privé de mon autonomie. Félicitations, ai-je murmuré. Maman, s'il te plaît, pour le bien du bébé, ne pouvons-nous pas trouver un moyen d'arranger ça? Je me suis dirigé vers la fenêtre, regardant la ville qui avait été ma maison pendant tant d'années. Quelque part, Margaret et Richard Moral rencontraient probablement des avocats spécialisés en faillite. Dans un autre coin, Fernando pleurait sur des relevés bancaires et des avis de saisie. Je te propose un marché, ai-je finalement dit. Le visage de Daniel s'est illuminé d'espoir. Remboursement intégral du prêt moral dans les 60 jours. 2,6 millions de dollars. Son visage est tombé. Tu sais qu'ils n'ont pas ce genre d'argent. Alors ils devront liquider leurs actifs, maisons, entreprises, investissements, bijoux, tout.
ça les laissera sans rien. Ça les laissera avec leur santé et leur liberté. C'est beaucoup plus que ce qu'ils comptaient me laisser. Et mon entreprise? Qu'en est-il des garanties que tu as retirées? Ton entreprise réussit ou échoue par tes propres mérites maintenant. Plus d'aide de ma part. Et nous? Qu'en est-il de notre relation? Je me suis retourné pour lui faire face, mémorisant ses traits comme si c'était la dernière fois que je le voyais. C'est entièrement à toi de décider, Daniel. Si tu peux aimer et respecter la vraie moi, pas seulement la version que tu pensais pouvoir contrôler. Il pleurait maintenant. Des larmes silencieuses coulaient sur son visage. Je n'ai jamais voulu te contrôler. Je pensais que je t'aidais. Je sais. C'est ce qui rend tout ça si tragique. Quand il est parti, je suis resté dans mon appartement silencieux alors que l'après-midi se transformait en nuit. Le silence semblait différent maintenant, plus lourd. J'obtenais ce que j'exigeais, le respect, la reconnaissance, les conséquences pour ceux qui m'avaient fait du mal. Mais le coût était plus élevé que je ne l'avais imaginé. Un petit enfant allait naître, et je ne le connaîtrais peut-être jamais. Mon fils ne me pardonnerait peut-être jamais pour ça. La famille que j'avais soignée et protégée pendant 35 ans s'effondrait autour de moi. Mais pour la première fois depuis longtemps, personne ne profitait de moi. Personne ne me manipulait ni ne planifiait ma chute. J'étais enfin libre d'être exactement qui j'étais, sans excuse ni explication. La question était, la liberté en valait-elle la peine si le prix était d'être seul? Je me suis versé un verre de vin et j'ai regardé le soleil se coucher sur la ville, sachant que le lendemain apporterait de nouveaux défis, de nouvelles décisions, de nouvelles conséquences. Mais ce soir, j'étais simplement Laura Mendoza, femme d'affaires prospère, millionnaire, survivante, et cela devrait suffire. 6 mois plus tard, je me tenais dans le hall de la Sun Tower, vêtu d'un tailleur bleu marine sur mesure qui coûtait plus cher que le salaire mensuel de la plupart des gens. Le marbre brillait sous mes pieds, reflétant les lustres en cristal qui baignaient l'espace d'une lumière chaude. Ce bâtiment m'appartenait désormais, l'un des 3 immeubles commerciaux que j'avais achetés le mois dernier. L'ascenseur m'a emmené au 15e étage où des portes en verre étaient gravées de l'inscription « Mendoza Financial Consulting, Private Wealth Management ». Mon nouveau bureau occupait tout l'étage, avec des fenêtres allant du sol au plafond offrant une vue panoramique sur la ville qui avait été ma maison pendant tant d'années. Mon assistante, Clara, une femme vive dans la quarantaine, hautement recommandée, m'a accueilli avec l'agenda du matin. « Bonjour, Madame Mendoza. Vous avez la consultation Peterson à 10 heures, le déjeuner avec le comité de développement économique du maire à 12 heures et l'interview avec Forbes à 15 heures. Merci, Clara. Des messages? Plusieurs. Votre avocate a appelé au sujet de la procédure de faillite des morales. Tout a été finalisé. Votre comptable doit examiner certaines implications fiscales des nouvelles acquisitions et, elle a hésité, votre fils a de nouveau appelé. C'est la 4e fois cette semaine. J'ai hoché la tête, prenant la note sans la regarder. Bloqué tous les appels jusqu'à la fin de la réunion Peterson. La transformation avait commencé lentement, puis tout à la fois. Après que Daniel ait quitté mon appartement ce jour-là, j'ai pris une décision qui a tout changé. Je n'allais plus cacher qui j'étais. En une semaine, j'ai engagé le meilleur consultant en images de la ville, j'ai refait ma garde-robe, j'ai fait des photos professionnelles, j'ai enregistré Mendoza Financial comme une société de gestion de patrimoine à service complet et j'ai commencé à contacter le réseau de contacts que j'avais bâti en 3 décennies. La réponse a été immédiate et écrasante. Apparemment, pendant des années, il y avait eu des rumeurs d'un investisseur mystérieux qui déplaçait l'argent intelligemment en coulisses. Quand je suis sorti de l'ombre, les clients se sont alignés pour travailler avec la femme qui avait silencieusement bâti une fortune tout en maintenant la discrétion même qu'ils appréciaient. Mon premier grand coup a été de convaincre 3 fiducies familiales d'une valeur combinée de plus d'1 milliard de dollars de transférer leur portefeuille à mon cabinet. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans les cercles riches de la ville. Laura Mendoza était la vraie affaire. La faillite des morales a été rapide et brutale. Incapables de répondre à mes demandes de paiement, ils ont été contraints de tout liquider. Le concessionnaire automobile a été vendu à un concurrent pour une bouchée de pain, et la maison a servi à régler les dettes. Le yacht, la collection d'art, même les bijoux de Margaret. Tout a fini aux enchères. Ils ont emménagé dans un simple appartement de l'autre côté de la ville, tous deux prenant des emplois pour lesquels ils étaient surqualifiés, mais dont ils avaient désespérément besoin.
Richard travaillait comme directeur des ventes dans un parc de voitures d'occasion appartenant à son ancien concurrent. Margaret travaillait à temps partiel dans une agence immobilière, montrant des maisons dans lesquelles elle ne pourrait plus jamais vivre. Fernanda a été dévastée. La grossesse avait été difficile, marquée par le stress et le changement radical de ses circonstances. Elle a perdu les vêtements de marque, les soins au spa, le style de vie qui la définissait autrefois. Le pire a été d'assister à l'humiliation de ses parents, sachant que c'était en partie de sa faute. L'entreprise de Daniel a d'abord périclité sans mon soutien, mais il s'est avéré plus résilient que je ne l'imaginais. Il a réduit les dépenses, a déménagé dans un bureau plus petit et s'est concentré sur la construction de relations réelles avec les clients au lieu de compter sur mes recommandations. C'était plus de travail pour moins de profit. Mais c'était plus honnête. Ils ont vendu la maison que je les avais aidés à acheter et ont emménagé dans une maison de 3 chambres dans un quartier de classe moyenne. Daniel conduisait une berline d'occasion au lieu d'une voiture de luxe. Fernanda faisait ses courses chez Target au lieu de Nordstrom. Mais ils s'en sortaient. Le bébé est né il y a 3 mois, une fille en bonne santé qu'ils ont appelée Emily. Le faire-part de naissance était simple, envoyé par la poste avec une petite photo. Pas de fête sophistiquée ni de cadeaux coûteux des grands-parents, juste un accueil tranquille pour une nouvelle vie dans un monde incertain. J'ai fixé cette photo pendant longtemps, mémorisant les petits traits de ma petite fille, me demandant si je la tiendrais un jour, si je connaîtrais un jour son rire ou si je réconforterais ses pleurs. L'interview avec Forbes cet après-midi-là était censée porter sur mes réalisations professionnelles, mais la journaliste était plus intéressée par l'histoire personnelle. Vous êtes devenu une sorte de légende dans les cercles financiers, a-t-elle dit, son enregistreur capturant chaque mot. La comptable qui a secrètement bâti un empire. Qu'est-ce qui vous a poussé à le garder secret si longtemps? J'ai réfléchi attentivement avant de répondre. J'ai appris très tôt que la perception des gens change quand ils savent que vous avez de l'argent. Ils commencent à vous voir comme une ressource, pas comme une personne. Je voulais que mes relations soient basées sur qui j'étais, pas sur ce que je possédais. Et cette stratégie a-t-elle fonctionné? J'ai souri d'un sourire triste. Elle a révélé exactement ce que valaient vraiment mes relations. Cela fait 6 mois que vous êtes brouillé avec votre fils. Avez-vous des regrets sur la façon dont vous avez géré la situation? Je regrette que cela ait été nécessaire. Je ne regrette pas de m'être défendu. Que faudrait-il pour une réconciliation? Cette question m'a hanté longtemps après la fin de l'interview. Que faudrait-il? Des excuses seraient un début, mais ce ne serait pas suffisant. Un changement réel, un respect sincère, la reconnaissance du mal causé. Tout cela prend du temps à grandir et encore plus longtemps à prouver. J'y pensais encore ce soir-là, en examinant des propositions d'acquisition dans mon appartement de luxe. J'avais enfin quitté ma modeste location. Puis le portier a appelé. Madame Mendoza, il y a une jeune femme ici avec un bébé. Elle dit quelle est votre belle-fille? Dois-je la laisser monter? J'ai hésité un long moment. Oui, faites-la monter. 5 minutes plus tard, j'ai ouvert la porte pour trouver Fernanda dans le couloir, tenant un petit paquet rose dans ses bras. Elle avait l'air différente, plus mature, plus fatiguée, mais d'une manière ou d'une autre plus authentique. Ses cheveux étaient attachés en une simple queue de cheval. Elle portait un jean et un pull au lieu de vêtements de marque. Et dans ses yeux, il y avait quelque chose qui n'était pas là avant. L'humilité. Bonjour, Laura. Merci de me voir. Entre. Elle est entrée dans mon nouveau salon, admirant les meubles chers, les œuvres d'art originales, les fenêtres allant du sol au plafond avec leur vue à couper le souffle. Mais son regard est rapidement revenu sur le bébé dans ses bras. C'est Emily, a-t-elle dit doucement. Votre petite fille. J'ai regardé le nourrisson endormi, sentant mon cœur se serrer d'un désir que j'avais refoulé pendant des mois. Elle avait le nez de Daniel et ce qui ressemblait à mon menton. Elle est magnifique. Voulez-vous la tenir? Avec des mains tremblantes, j'ai tendu les bras vers ma petite fille. Elle était si légère, si parfaite, si complètement innocente de toute la douleur et de la trahison qui nous avait amenés à ce point. Je vous dois des excuses, a dit Fernanda presque dans un murmure. Pas seulement pour ce que j'ai dit à votre fête, mais pour tout. Pour la façon dont je vous ai traité, pour avoir convaincu Daniel de vous voir comme un fardeau au lieu de la femme extraordinaire que vous êtes. J'ai levé les yeux du bébé pour étudier le visage de Fernanda. L'arrogance avait disparu, remplacée par un remords sincère. J'étais gâté,
arrogante et cruelle, a-t-elle poursuivi. Je pensais que l'argent et le statut étaient les seules choses qui comptaient. Je vous ai méprisé parce que je pensais que vous aviez moins que moi, et je me suis senti menacé quand j'ai découvert que vous aviez plus. Et maintenant? Maintenant, je comprends ce que mes parents vous ont fait, ce que je vous ai fait. Nous avons profité de votre générosité et de votre amour pour Daniel. Nous avons prévu de vous enlever votre autonomie. Nous vous avons traité comme si vous étiez jetable. Elle pleurait maintenant. Des larmes silencieuses qu'elle n'essayait pas d'essuyer. Je sais que vous avez tout à fait le droit de me détester. Je sais que je ne mérite pas votre pardon, mais je voulais que vous sachiez que je comprends maintenant à quel point j'ai eu tort, et je voulais que vous rencontriez votre petite fille. J'ai serré Émilie plus fort, respirant cette douce odeur de bébé, sentant son petit cœur battre contre ma poitrine. Qu'est-ce que Daniel sait de cette visite? Rien. Il ne sait pas que je suis là. Il pense que vous ne nous pardonnerez jamais. Que nous vous avons perdus pour toujours. Et qu'en penses-tu? Fernando est resté silencieux pendant un long moment. Je pense que ce serait juste. Mais j'espère. J'espère qu'un jour vous nous donnerez une chance de regagner votre confiance. Ça prendrait du temps. Des années probablement. Je sais. Et ça nécessiterait un réel changement. Pas seulement des mots, des actes, des preuves. Je comprends. Émilie s'est agitée dans mes bras, faisant de doux bruits de bébé. J'ai regardé son petit visage parfait et j'ai senti quelque chose changer en moi. La colère était toujours là, la blessure, la trahison. Mais il y avait aussi de l'amour. Pas pour Fernanda. Pas encore. Mais pour cet enfant innocent qui méritait mieux que l'héritage de douleur que sa famille avait créé. Je ne suis pas prête à pardonner, ai-je finalement dit. Je ne le serai peut-être jamais. Mais je suis prête à envisager la possibilité que les gens puissent changer. Le visage de Fernanda s'est illuminé d'espoir. Pas à pas, ai-je prévenu. Des visites supervisées avec Émilie, une thérapie familiale avec Daniel, une transparence totale sur vos finances et vos décisions. Et s'il y a une autre trahison, toute tentative de manipuler ou de profiter, c'est fini pour de bon. Oui, a-t-elle répondu immédiatement. Oui, absolument. Et Fernanda? Oui. Je ne suis pas la même femme qui cachait ses réalisations pour mettre les autres à l'aise. Je ne ferai plus jamais semblant d'être moins que ce que je suis. Si nous devons reconstruire cette relation, ce sera avec une honnêteté totale sur qui nous sommes tous vraiment. Elle a hoché la tête en essuyant ses larmes. Je ne voudrais pas qu'il en soit autrement. Alors qu'elle se préparait à partir, j'ai pris une décision qui m'a surprise même moi. Fernanda. Elle s'est retournée, pleine d'espoir. Dis à Daniel qu'il peut m'appeler. Pas pour s'excuser ou trouver des excuses, mais pour parler d'Émilie, d'être grands-parents, de ce qui va suivre. Son sourire était radieux. Je le ferai. Merci. Après leur départ, je suis resté dans mon bel appartement, entouré de tous les symboles de mon succès, tenant une petite couverture rose qui sentait encore la poudre de bébé. Le silence semblait différent maintenant, pas vide, mais plein de possibilités. J'avais appris que la liberté n'était pas seulement de couper les ponts avec ceux qui m'avaient fait du mal. C'était de choisir qui laisser revenir, à quelles conditions et avec quelles attentes. Demain, Daniel appellerait. Nous aurions des conversations difficiles sur la confiance et le pardon et le long chemin du retour pour être une famille. Ce ne serait pas facile et il n'y avait aucune garantie. Mais pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti quelque chose que j'avais presque oublié, l'espoir. La ville scintillait au-delà de mes fenêtres, pleine de gens faisant leurs propres choix, faisant face à leurs conséquences, reconstruisant leur vie. Et quelque part dans cette vaste tapisserie de l'expérience humaine, ma petite fille dormait paisiblement, rêvant des rêves de bébé dans un monde où sa grand-mère était enfin complètement, authentiquement elle-même. Et c'était suffisant. C'était tout. L'histoire que nous racontons est fictive, mais elle est basée sur certains événements réels. Les noms et les lieux ont été modifiés pour protéger l'identité des personnes impliquées. Nous ne racontons pas cela pour juger, mais dans l'espoir que quelqu'un écoutera et s'arrêtera pour réfléchir. Combien de mères souffrent en silence au sein de leur propre foyer? Je suis sincèrement curieuse. Si c'était vous à ma place, que feriez-vous? Choisiriez-vous de garder le silence pour maintenir la paix, ou oseriez-vous tout affronter pour retrouver votre voie? Je veux savoir ce que vous en pensez, car chaque histoire est une bougie qui peut éclairer le chemin de quelqu'un d'autre.
Je crois fermement que le courage nous mène à des jours meilleurs.